Ok, bon. Eh ben, bienvenue à tous pour ce 5e webinaire Provox, webinaire qui s'appelle « De bénéficiaires à décideurs, comment les associations forment-elles de jeunes militants et de jeunes militantes ?» Peut-être pour vous redire un petit peu, Provox, très rapidement, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce que c'est le dialogue structuré européen. Du coup, c'est vraiment un outil de la Commission européenne qui date de 2011, qui a pour objectif, alors je ne sais pas il y a un petit micro ouvert qui fait un petit grésillement, je ne sais pas qui c'est, voilà, avec l'objectif donc de co-construire, de faire la place aux jeunes dans les politiques de jeunesse européens. Et comment ça marche? Ça marche par cycle, en fait. C'est des cycles de 18 mois où l'enjeu, c'est vraiment de se mettre en travail entre jeunes, décideurs et représentants du monde associatif pour essayer de co-construire une résolution européenne. Donc, à la fin de chaque cycle, ce qui est en jeu, en fait, dans le travail qui est fait pendant ces 18 mois, c'est cette résolution européenne-là qui est adoptée après ces 18 mois de travaux. Chaque année, chaque 18 mois, bon, je dis année, mais c'est plutôt 18 mois, on change de thématique, on met une nouvelle thématique en jeu. Et là, aujourd'hui, plus particulièrement, on se retrouve dans le cadre de la 8e campagne, donc ça fait déjà un petit bout de temps qu'il y a des campagnes, qui s'appelle Participation, Émancipation, Transformation. Et l'enjeu principal de cette campagne, c'est d'aller regarder la question de la participation des jeunes. Et comme c'est une question qui est quand même assez large et peut-être même un petit peu vague, nous, on a choisi avec le groupe national de travail qui compose, qui donne un peu la grande direction du dialogue structuré européen, où il y a 25 structures d'éducation populaire et d'institutions à nos côtés, de la prendre sous différents angles et d'organiser ces webinaires-là pour préparer un peu avec vous le festival Provox qui aura lieu à l'été. Et donc, on a pu aborder ces derniers temps, c'est le 5e webinaire, donc on a parlé numérique et démocratie, on a parlé des bonnes pratiques dans les espaces de co-construction du politique, on a parlé des inégalités dans l'accès à la participation, on a aussi parlé de la question de l'accès à l'information. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on va s'intéresser à la façon dont le secteur associatif, et peut-être plus particulièrement le secteur jeunesse éducation populaire, se saisit lui-même de la question de la participation des jeunes. Et on voudrait avec vous aller regarder comment le secteur associatif lui-même fait la place aux jeunes dans ses projets associatifs, donc plutôt à un niveau association au niveau des projets, mais aussi dans son projet associatif, donc à un niveau stratégique et un peu plus politique, à savoir comment les jeunes sont associés à la gouvernance des associations dans le secteur GEP. Et ce webinaire-là, pour vous donner un peu qui est derrière à la manette, on l'a organisé avec Youth ID, qui est une association GEP, il y a Yanis Lamary qui est là et qui va co-animer avec moi le débat après. On l'a organisé avec l'OFAGE et surtout avec Camille McIntyre, qui est là aussi, et avec la JEBVA, avec donc Christophe Devec qui représente aujourd'hui le Bureau des relations internationales de la JEBVA. Voilà, ça c'est les 3 organisations qui sont un petit peu derrière ce webinaire. Et on a choisi de le construire en 2 temps. Un temps où c'est Audrey Baudot, qui est la déléguée générale du CNAGEP, qui va vous présenter en fait une étude qui a été faite au CNAGEP en 2014 sur justement la place des jeunes dans le secteur jeunesse éducation populaire. C'est 2014, mais du coup, on va essayer de voir ce qui a changé depuis, ce qui a bougé et comment ça a bougé et si ça a bougé. Et puis ensuite, on vous propose une discussion. On va essayer de vous donner aussi la parole. Une discussion donc avec le MRJC. Il y a William Petitpas qui est là, avec l'OFAGE aussi, avec Noël Marceau et Fanny Garonne qui sont là pour vous parler du programme Travail chez le partenaire, et avec le RNJA, dont je vois Marine Boin et Laurie Mercier qui est encore cachée, mais qui se décachera tout à l'heure. Voilà. Et sur ce, je vais laisser la parole à Audrey pour le premier temps de webinaire, pour nous présenter un petit peu l'étude. Et juste un petit point rapide, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est vrai qu'on est 35, donc à les noter dans
Dans le chat, on a des personnes justement qui modèrent et on a prévu du temps pour échanger et pour interagir avec certains outils numériques. Donc, n'hésitez pas aussi à noter vos questions et on s'en rappellera. Comme ça, on arrivera à rapidement pouvoir passer à l'interaction. Yes, tout à fait. Il y a un temps d'échange aussi avec Audrey après sa présentation ou même pendant, si vous avez des questions urgentes et brûlantes. Alors, bonsoir, bonjour, voilà, à toutes et à tous. Alors, en effet, je vais essayer de vous présenter les grandes lignes, en tous les cas, d'une étude qui a été menée en 2014-2015 au CNAGEP avec les associations membres. Et donc, une étude qui partait de l'envie finalement d'aller regarder un peu la question de la place et de la participation des jeunes dans les associations de jeunesse et d'éducation populaire, avec finalement deux enjeux qui étaient identifiés à ce moment-là. C'est à la fois le fait, bien sûr, qu'il y a une mutation, une évolution des formes d'engagement. On le dit souvent des jeunes, mais finalement, pour tout le monde, c'est un peu vrai aussi. Voilà, les formes d'engagement et de participation évoluent de toutes les façons. Donc, c'était pour regarder ça, mais aussi pour regarder aussi ce que l'éducation populaire faisait et comment elle réfléchissait à cette question, l'éducation populaire revendique souvent ce rôle, cette capacité de pouvoir mettre justement en pratique et en exercice les citoyens, les citoyennes et notamment les jeunes pour prendre des responsabilités, agir, etc. Donc, c'était aussi de savoir, de se poser cette question-là, finalement, comment les associations de jeunesse et d'éducation populaire, à partir de cette histoire-là aussi de l'éducation populaire, activaient ces enjeux. Alors, peut-être vous dire que au départ, l'étude, elle portait sur vraiment la place des jeunes finalement dans les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et très vite, finalement, au CNAGEP, on s'est rendu compte que c'était pas du tout la bonne question parce que des jeunes dans les associations de jeunesse et d'éducation populaire, c'était pas ça la question. Ça, bien sûr, il y en a qui participent aux actions, qui participent aux projets, qui agissent dans l'association d'une manière ou d'une autre, parfois qui sont le public visé, mais aussi qui peuvent être partie prenante du projet, etc. Et qu'en fait, ce que vraiment on voulait interroger, c'est en fait la place des jeunes dans les espaces de décision, pour savoir s'ils vraiment ils étaient partie prenante aussi des décisions de l'association et du projet associatif. Donc, elle a été assez vite finalement redirigée, cette étude, pour s'intéresser vraiment à la place des jeunes dans les espaces de décision des AGEP. Et cette étude, je le dis tout de suite, c'est le point de vue des responsables associatifs qui ont répondu. Donc, elle donne à voir plutôt comment des associations, du point de vue des responsables associatifs, ont regardé cette question-là, l'ont attrapée. Et elle avait donc pour objet, cette étude, ensuite, de donner lieu notamment à un PowerPoint, etc., parce qu'elle avait vraiment pour ambition d'être mise en discussion. Donc, en fait, cette étude ressortait des lignes, des éléments, etc., mais qui ne devaient absolument pas être pris comme vérité, immuable, mais plutôt comme, au contraire, des éléments de discussion et de mise en débat. Donc, derrière l'objectif, c'était au contraire d'aller la mettre en débat et notamment la confronter à la parole des jeunes, puisqu'il s'agissait pour beaucoup, du point de vue des responsables associatifs, c'était de se dire, et vous qui êtes concernés particulièrement, est-ce que vous regardez justement cette question-là de la même manière? Donc voilà, ça c'est pour vous donner aussi les éléments qui permettent de comprendre comment elle a pu être faite. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que cette étude, elle a été assez bien renseignée par les associations du CNAGEP. Tout de suite, ce qu'il en est sorti, c'est que c'est une question qui intéresse en fait, qui intéresse les associations de jeunesse et d'éducation populaire, fort heureusement, vous allez me dire. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est vraiment une question qui intéresse et dont on s'est vite rendu compte que tout le monde ne l'appréhendait pas de la même manière et tout le monde n'en était pas au même niveau de réflexion, au même stade de réflexion. On voit bien que c'est une question que tout le monde n'a pas attrapée dans les associations de jeunesse et d'éducation populaire au même moment et de la même manière. Voilà, il y a une diversité, il y avait vraiment une diversité de réponses. Alors pourquoi finalement faire participer les jeunes dans les espaces de décision
quelques éléments voilà, qui apparaissent finalement dans les réponses. C'est que la première réponse qui arrivait, c'était quand même de dire qu'il fallait donner la parole aux jeunes et les écouter. Donc, c'était vraiment finalement d'abord cette valeur-là, entre guillemets, et vous verrez après qu'il y a aussi des raisons tout à fait pragmatiques qui arrivent finalement un peu après. Donc, c'est d'abord pour le fait même, de toute la façon, de donner la parole aux jeunes et de les écouter. Arrivé en second point quand même, faire évoluer les pratiques et les modes de fonctionnement des assos, étant entendu que justement les jeunes peuvent particulièrement, dans une asso, participer à cela. Donc, faire évoluer les pratiques et les modes de fonctionnement. Arrive en troisième, favoriser les échanges entre les générations. Donc, en effet, pouvoir profiter justement de points de vue différents. Et puis après, plutôt des considérations un peu pragmatiques, c'est-à-dire renouveler les instances dirigeantes, tout simplement la question du renouvellement, ou renouveler le projet de l'association, et qui peut se faire particulièrement aussi avec finalement des jeunes qui arrivent. Donc, ce qui était intéressant en tous les cas, c'était de se dire que quand même dans les associations de jeunesse et d'éducation populaire, c'est bien d'abord pour l'idée elle-même, en fait, de faire participer des jeunes qui arrivent en premier, et ensuite aussi des considérations tout à fait intéressantes. Bah oui, dans une association, on se pose la question du renouvellement, on se pose la question du fonctionnement de l'association, on se pose des questions aussi de cette nature-là qui peuvent tout à fait aussi être intéressantes quand on ouvre plus largement les espaces de décision. Alors, ce qui ressortait aussi dans cette étude, c'est notamment finalement quand on se demandait mais quels sont les freins, quelles sont les difficultés selon vous. Alors, encore une fois, selon vous, côté responsable associatif, de votre point de vue, quelles sont les difficultés, les freins à la participation des jeunes dans les espaces de décision? Alors, la réponse qui arrivait en premier, c'était de leur point de vue un désintérêt de certains jeunes pour vivre ces questions-là associatives dans leur globalité, et plutôt des jeunes qui viennent de manière ponctuelle sur des moments de vie de l'association, et moins sur une vie associative, entre guillemets, plus longue. En deuxième arrivait la question de la complexité des tâches, laissant à penser en fait à certains jeunes qu'ils ne seraient pas aptes, même si ce n'est pas du tout toujours le cas, mais en tous les cas, voilà, peut-être un sentiment que des tâches sont compliquées finalement à appréhender quand on se lance dans les comptes, quand on se lance, voilà, des tâches un peu compliquées. La mobilité aussi, la mobilité des jeunes, qu'elle soit géographique ou finalement de vie en fait. Voilà, c'est le fait que c'est compliqué peut-être pour des jeunes de s'engager sur du long terme dans une vie associative où prendre des responsabilités suppose d'être un peu ancré. Voilà, donc ça, c'était aussi les 3 points qui pouvaient arriver en élément premier. Alors, dans cette étude, ensuite, ce qui a été regardé, c'est finalement pour ces associations-là qui manifestaient visiblement tout un intérêt, en tous les cas pour la question, c'est comment elles avaient pu, d'une manière ou d'une autre, appréhender la question. Encore une fois, vraiment avec des niveaux d'intervention assez différents. Pour certaines, c'était en 2014 presque une nouvelle question, j'ai envie de dire. Alors que pour d'autres, ça faisait déjà des années et des années que la question avait été appréhendée, parfois avec réussite, parfois non, mais en tous les cas, voilà, donc vraiment des niveaux différents. En tous les cas, il y avait comme, en quelque sorte, 3 types de stratégies un peu identifiées, qu'on a pu identifier dans les réponses. Première stratégie, c'était plutôt le fait de se dire qu'il fallait des associations qui ont plutôt opté pour concerner. Donc, concerner les jeunes, donc les sensibiliser, les informer, les impliquer, donc plutôt être sur le mode de concerner les jeunes pour qu'ils aient envie de participer un jour ou à un moment donné à des espaces de décision. D'autres associations qui étaient plutôt sur une stratégie d'accompagner. Donc, accompagner les jeunes, vraiment avoir une démarche d'accompagnement pour qu'à un moment donné, ils se sentent à l'aise dans des espaces de décision. Donc, accompagner, ça pouvait prendre des formes de former, transmettre, valoriser, bref, différentes formes, mais en tous les cas, vraiment cette notion d'accompagner. Et la troisième stratégie, c'est plutôt instituer des associations qui faisaient le choix de plutôt dire, nous, on estime que si on n'institue pas la place des jeunes, elle ne va pas se faire en claquant des doigts.
Donc, il y avait cette idée-là qu'il fallait en passer par instituer la place des jeunes. Donc, des stratégies qui étaient différentes et qui parfois d'ailleurs se combinaient. C'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait rencontrer des associations qui à la fois étaient sur le concerné et l'accompagner, d'autres qui étaient sur le accompagner et instituer. Ce n'était pas forcément des logiques contradictoires. Ça pouvait aussi se croiser. Mais en tous les cas, 3 types de stratégies comme ça un peu identifiées. Et ensuite, on a été aussi dans cette étude regarder 3 exemples un peu différents d'associations qui nous ont raconté finalement comment elles ont pu appréhender les choses. Alors, il y en a qui sont présentes aujourd'hui dans ces associations-là qui avaient à l'époque déjà témoigné et raconté comment elles procédaient. Donc, vous pourrez tout à fait compléter. En tous les cas, à l'époque, on avait auditionné le RNJA, le MRJC et les Francas. Et donc, il y avait vraiment des démarches différentes parce qu'au RNJA, il y avait vraiment cette notion-là d'intégrer des jeunes, en fait, dans les espaces de décision, à la fois avec une réflexion autour de la pédagogie, du temps et des responsabilités. Donc, du coup, prendre le temps, réfléchir à rendre accessible peut-être en effet des éléments qui pouvaient être au demeurant un peu abscons comme des décisions à prendre sur des chiffres, des comptas, des trucs un peu qui sont pas toujours le plus fun, en effet, on peut le dire, dans une association. Et donc du coup, il y avait cette recherche de rendre pédagogique, en tout cas rendre accessible, et donc prendre le temps aussi d'accompagner sur des logiques de binôme et donc d'accompagnement fort. Il y avait aussi une autre association qui faisait ça, qui travaillait sur beaucoup des binômes d'élus, une personne qui a déjà fait un temps dans l'association et qui va pendant 1 an être en binôme avec un jeune. Donc pendant 1 an, ils seront ensemble, ils vont compagnonner et puis ensuite, le jeune prendra la place définitive pour démarrer. Mais il y aura eu une année de transition, d'accompagnement et donc des choses comme ça de cette nature. Pour l'exemple, et puis bien sûr, je vous laisserai tout à fait compléter puisque vous êtes présent. Pour l'exemple aussi du MRJC, ce qui était intéressant de toutes les façons, c'est qu'il y avait cette question du fait d'instituer. Bien évidemment, la question de la place des jeunes ne se pose absolument pas de la même manière que dans une association de jeunesse et d'éducation populaire, qui n'est pas une organisation de jeunes animée et gérée par des jeunes de moins de 30 ans. Mais ce qui était intéressant, c'était que malgré tout, en fait, même dans une organe jeune, il y a des plus jeunes et des moins jeunes. Et qu'à un moment donné, il faut quand même se poser la question de la transmission, de l'aller vers, d'aller chercher des plus jeunes, de faire rentrer en responsabilité, etc. Et du coup, le témoignage du MRJC avait été extrêmement intéressant cela aussi parce qu'on se rend bien compte qu'il y a toujours en fait une question de transmission, d'accueil des nouveaux, d'accueil des plus jeunes, de rendre accessible d'une manière ou d'une autre. Et là aussi, le MRJC a toute une logique à la fois basée vraiment sur le faire confiance, d'aller chercher des jeunes qui pourraient à un moment donné tout à fait prendre des responsabilités et à qui on va dire qu'il est en capacité, qu'il peut prendre des responsabilités. Et donc, cette mise en confiance qui aussi est un facteur extrêmement confortant pour tenter quelque chose quand on est jeune. Et donc, de ce point de vue-là, une autre manière de faire aussi, mais qui peut parfois être un déclic pour des jeunes qui n'avaient pas pensé, en fait, peut-être d'eux-mêmes, qu'ils étaient dans la capacité d'eux. Et puis d'un coup, quelqu'un qui dit si, nous on pense que si, tu peux tout à fait. Ça peut être parfois, malgré tout, assez déclencheur. Et puis, mais pareil, là aussi, je laisserai bien sûr au MRJC compléter. Et puis, nous avions une 3e association qui est les Francas, qui, eux, nous donnaient l'exemple d'une autre démarche encore autour là, plutôt d'un espace. C'est-à-dire qu'il y avait, au Francas, il y a un comité jeune qui est considéré comme une étape dans un parcours d'engagement. Donc, c'est un espace entre jeunes qui est relié au conseil d'administration, donc qui permet tout à fait de se saisir de sujets pour préparer notamment les congrès, pour préparer les AG, etc. Mais c'est un espace à part quand même entre jeunes.
et donc qui est organisée d'abord par les jeunes eux-mêmes, qui décident des questions qu'ils vont traiter et apporter au congrès, aux assemblées, etc. Et donc, il y a plutôt cet espace à côté qui a ses avantages dans la mesure où ça peut être considéré tout à fait comme une étape dans un parcours d'engagement, mais les jeunes le disaient eux-mêmes dans cet espace-là, il faut surtout que ce soit considéré comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça demeure un espace à côté des espaces de décision. Voilà, souvent il y avait un peu cette interrogation, attention à ce que tout ce qui est comité jeune ou espace jeune ne soit pas voilà, un truc à côté finalement des vrais espaces de décision, quoi, entre guillemets. Donc voilà, il y avait un peu cette interrogation-là. Et donc les Francas ont beaucoup réfléchi, eux, sur le lien. Comment faire en sorte, en effet, que cet espace soit tout à fait relié aux espaces de décision, qu'ils aient eux-mêmes des questions à trancher, qu'ils aient eux-mêmes des éléments à préparer pour les congrès, etc. Voilà, qu'il y a un lien fort. Donc, vous voyez, 3 démarches là qui sont assez différentes et qui ont pu, à des moments, se compléter aussi. Ce que je voulais peut-être juste vous dire, et je ne serai pas plus longue justement pour que ça puisse, voilà, pour qu'on puisse échanger, c'était le fait que finalement, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que bien évidemment, il y avait ce qui ressortait beaucoup, c'était cette nécessité d'articuler et de combiner des choses en fait. Il n'y a pas une recette miracle. D'abord, il faut que ça s'inscrive dans une histoire d'association, dans une réalité d'association, dans un projet associatif. Donc, c'est presque chaque association doit trouver en fait quelque part sa recette pour bien trouver des éléments de participation, mais qu'il y a à la base une volonté forte ou pas. Il faut qu'il y ait une volonté politique, quoi qu'il arrive, une volonté de l'association d'accompagner les jeunes à la prise de responsabilité et donc voilà, avec des attentes claires, voilà, une volonté politique claire. Ça doit être la base. Qu'il peut y avoir à des moments quand même un cadre statutaire qui le préconise, que ça quand même, il y avait un certain nombre d'associations qui disaient faut peut-être pas non plus toujours attendre seulement un travail sur les mentalités ou un travail sur des évolutions de pratiques comme ça. Il faut quand même à un moment donné se poser la question si ça ne doit pas se combiner avec voilà, une obligation formelle de le faire dans les statuts, etc. Mais qu'il y avait en parallèle, bien sûr, une évolution aussi culturelle, finalement, pour laisser place. Voilà, donc il y avait cette combinaison-là, finalement, de ces 3 notions-là. Et ce qui était peut-être aussi intéressant dans cette étude, c'est comment, à partir de cette question-là qui était posée autour des jeunes, finalement, se révélaient vraiment des choses qui pouvaient être intéressantes pour tout le monde. C'est-à-dire que, comme souvent, quand on réfléchit à la participation de toutes et de tous, on veut attraper la question, par exemple, pour la question des jeunes, et on se rend compte que chemin faisant, ce qu'on est en train d'inventer pourra être tout à fait utile pour d'autres aussi. Je prends l'exemple de rendre accessibles des espaces de décision, des AG, des CA, etc. En fait, on sait très bien que peut-être ce travail-là qu'on fera de pédagogie sera utile pour des jeunes, mais aussi pour d'autres qui sont peut-être pas jeunes, mais qui trouvent aussi hyper chiant et hyper compliqué des comptes et des trucs et qui n'ont pas le temps, parce que finalement la question qui peut se poser pour les jeunes peut aussi se poser pour des bénévoles qui ont peu de temps à consacrer, qui finalement peuvent aussi être parfois éloignés des décisions de son association. Et donc ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que ce qui était mis en place dans les assos, ce qui était tenté, expérimenté dans les assos, servait tout à la fois pour les jeunes, mais aussi pour d'autres qui n'avaient pas jusque-là dit en fait, moi, je ne comprends rien. Donc, si vous pouviez faire un peu de pédagogie, ça me servirait à moi aussi, même si je n'ai pas moins de 30 ans. Donc, voilà, c'est aussi cette question-là de comment finalement mettre en place de la transmission, des choses plus accessibles. Ça peut aussi être de manière plus large inclusif finalement. Voilà. Et du coup, ça, c'était intéressant dans l'étude, ce que ça pouvait ouvrir pour les associations elles-mêmes qui s'étaient posé la question parfois pour les jeunes, mais en fait, ce que ça pouvait générer pour d'autres, quoi. Voilà, sur ma petite présentation que je voulais vous faire pour que ça puisse justement susciter des compléments des assos qui sont là ou des questions, n'hésitez pas. Super. Merci Audrey, je pense que c'était hyper clair en tout cas. Ça a permis de poser quelques bases
avant qu'on entame la discussion. Est-ce que vous avez quand même d'abord des réactions à chaud ou des questions ou des compléments déjà sur ce que Audrey Baudot vient d'amener là? N'hésitez pas, on est 35, donc je pense que vous pouvez prendre la parole en enlevant votre micro ou écrire dans le chat si vous avez des questions. Et s'il n'y a pas de questions, de toute façon, nous, la façon dont on a construit ce webinaire-là, c'était de... alors, combien d'assauts ont été interviewés? Alors, combien d'assauts? Est-ce que j'ai cette info-là sur moi? 266 associations ont répondu. On avait eu en plus la possibilité de le diffuser très largement aux associations agréées GEP, et donc bien sûr au-delà du CNAGEP. Oui, c'est ça. Il y avait eu un travail qualitatif sur RNGA, MRJC et Franca, mais tous les chiffres dans l'enquête sont beaucoup plus larges que ça. Je vous ai remis, moi, l'enquête dans la discussion. Le lien vers la synthèse, mais il y a aussi le format plus lourd pour les plus courageux que je pourrais vous envoyer après, qui est un petit peu plus long, mais pas beaucoup plus. Oui, bonjour, vous entendez? Oui, Oui. bonjour, je suis donc Raphaël d'Atelier Carmonde. Moi, j'ai juste pour être sûr d'avoir compris, on est d'accord qu'en fait, on peut être militant sans être responsable, en fait. Pour moi, là, en fait, en vous écoutant, pour moi, j'avais vu trois phases générales. C'était aller vers éventuellement de nouveaux jeunes et qu'ils adhèrent à la cause, là, se sentir concernés, vous l'avez dit, qui deviennent peut-être militants, et puis qu'après, ils prennent des responsabilités. C'était ça, parce que des fois, j'avais l'impression qu'on partait tout de suite du jeune jusqu'à la responsabilité, mais on est d'accord qu'il y a peut-être une phase de se mettre dans la cause, quoi, de militance. Alors là, c'est vrai que, en fait, justement, c'est vrai que c'est ce qui était un peu compliqué dans l'étude. C'était qu'au départ, c'était vraiment uniquement sur la place des jeunes dans le projet, dans l'association. Donc, ça pouvait être tout à fait à la fois sa place, est-ce qu'il participe aux activités, est-ce qu'il est plutôt bénéficiaire des activités de l'association, est-ce qu'il est plutôt, où est-ce qu'il est le jeune, où sont les jeunes finalement dans les associations. Mais en fait, donc au début, ça aurait pu être tout à fait cette question. Et après, comme elle a été plus… En fait, ce n'était pas la question finalement que le CNAGEP se posait, c'était vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des jeunes qui sont dans les espaces de décision? Voilà. Et donc ensuite, c'est vrai que ça a été plutôt axé là-dessus et que l'une des stratégies, en tous les cas, de certaines associations qui répondaient, c'était en effet ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait de se dire qu'il y a des étapes, en fait, il y a des parcours. Et il y a des associations qui préconisent plutôt justement cette question-là de parcours. Et donc, le parcours, ça peut être parfois d'abord d'être venu pour participer à une activité, d'être venu pour être bénéficiaire, entre guillemets, et puis ensuite devenir militant, en effet, de l'association, donc de s'ancrer davantage dans le projet, et puis peut-être un jour, ou pas en fait d'ailleurs, ce n'est pas du tout obligatoire, mais là, nous, c'était la question qu'on leur posait. En effet, on voulait savoir jusqu'où ça pouvait se tirer, ce parcours, et est-ce qu'il était recherché que les jeunes puissent à un moment donné arriver aux espaces de décision. En tous les cas, c'est la question qu'on leur posait. Et donc, certains oui, certains non, en effet. Certains restent militants sans avoir envie ou besoin d'être dans les espaces de décision, mais de l'association. Mais en effet, la notion de parcours, en tous les cas, était tout à fait au cœur de la plupart des démarches. Il y a aussi une remarque de Mathilde du planning familial qui dit « Tout dépend de quel niveau de responsabilité on parle et de ce qu'on décide ». Oui, je veux bien compléter parce que je trouve que ça vient interroger la place des jeunes dans les fonctionnements associatifs, mais ça vient aussi questionner les modes de gouvernance dans les associations. Et du coup, mais tu s'étais dit un peu à la fin de dire, en fait, réinterroger la place d'un public, c'est réinterroger la place de l'ensemble des publics.
Et de se dire, à un moment, la question des parcours, elle vient interroger le fait de dire, bah oui, peut-être je me sens pas légitime, et c'est pas une question d'être jeune ou pas jeune, hein, à venir interroger des choix stratégiques, politiques, financiers, mais en même temps, à quel moment j'ai été accompagnée à prendre des décisions. Et c'est bien une démarche d'éducation populaire de me sentir légitime, de me former et du coup de devenir acteur ou actrice dans des espaces où où j'ai un droit à la parole, où j'ai un droit à travailler en collectif et du coup à me construire et à construire avec le collectif pour prendre des décisions. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que l'ensemble de l'institution associative travaille à se dire, mais en fait, il y a plusieurs espaces pour prendre différents types de décisions qui permettent cet accompagnement-là. Et vouloir à tout prix permettre à des jeunes, parce que c'est un public jeune ou à un autre public, d'agir si on n'a pas réfléchi les espaces qu'ils permettent, moi, je pense que c'est très risqué. Alors, Audrey, est-ce que tu veux réagir ou... Non, je trouve que ça fait écho aussi à des méthodes, en effet, de participation ou de prise de décision qui sont parfois expérimentées dans les associations, hein, par cercle de décision dans lesquelles, en fait, on ne va pas forcément travailler les mêmes choses ou prendre les mêmes décisions. Et donc, il y a une sorte de répartition, en fait, avec des cercles de décision, en effet, ou de responsabilité, ce qui permet que ce ne soit pas pyramidal, entre guillemets, mais plutôt par cercle, des espaces différents dans lesquels on prend des décisions différentes, de nature différente, ni plus importantes ni moins importantes, mais de nature différente. Et ça permet aussi parfois de clarifier, de rendre plus accessible et plus simple. En tous les cas, ça donne le sentiment que c'est moins compliqué, donc ça donne le sentiment du coup que c'est plus ouvert. C'est vrai que c'est pas mal expérimenté ce type de choses aussi dans les associations. Peut-être pour avancer, ouais, peut-être juste laisser Sarah, je ne sais pas si tu voulais faire un commentaire ou tu souhaitais juste écrire, mais je te laisse réagir si tu le souhaites. Vous m'entendez? Ouais. Du coup, oui, mon commentaire, c'était en réaction à ce qui a pu être dit, et je comprends totalement ces systèmes d'expérimentation, et je trouve ça d'ailleurs très, très bien, en fait, pour voir un peu ce qui marche le mieux, parce que tout ne peut pas fonctionner de la même manière en fonction de l'association. Mais par contre, sur le côté expérience ou même genre commencer en étant militant, puis en participant à la prise de décision, ayant pu être dans ce cas-là, c'est assez frustrant en tant que jeune de se dire qu'il faut encore qu'on nous demande de l'expérience ou une certaine durée pour pouvoir participer à la décision, alors que c'est pas parce que justement on n'a pas cette expérience ou ces années de volontariat qu'on ne peut pas avoir des propositions pertinente ou pas, hein, mais on peut quand même en avoir. Et c'est aussi de se dire que dans une association, on peut ne pas avoir justement des années de volontariat auprès d'une association, mais ça ne nous empêche pas d'avoir fait, par exemple, du militantisme dans d'autres associations ou même d'avoir soutenu une cause sans forcément être dans le milieu associatif. Mais ça fait des années qu'on se renseigne ou qu'on est très intéressé par le sujet. Et c'est vrai que moi, je trouve ça dommage qu'on nécessite un temps, qu'on demande en tout cas à la jeunesse un temps d'expérience ou d'années ou de mois dans l'association pour qu'elle puisse participer à la décision. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. C'était vraiment justement pensé comme ça. C'est vrai que l'étude du CNAGEP qui est très poussée et dense avec plein de pistes, c'était vraiment une introduction pour déjà essayer de créer un petit peu des réflexions à chacun et peut-être même des débats. En effet, il y a plusieurs solutions possibles. Et donc là, l'idée, c'est on a la chance d'avoir 4 intervenants qui vont travailler sur ces questions-là et qui vont pouvoir nous permettre de creuser davantage certaines des thématiques d'ailleurs que vous avez abordées ou certaines questions ou solutions ou points que vous avez de vigilance que vous avez mis en avant. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est justement de recommencer à interroger les 4 intervenants qu'on a là, que je vais vous présenter. Donc, on a Laurie Mercier, qui est élue au conseil d'administration du Réseau national des juniors associations et qui était aussi l'ancienne membre du Collège des juniors associations. Marine Boin,
qui est délégué général du aussi Réseau national des juniors associations. William Petipas, qui est secrétaire national du MRJC. Et Noël Marceau, qui est chargé de projet, travaille chez le partenaire à l'OFAGE, et Fanny Garonne, qui est aussi justement une des membres de l'OFAGE, donc qui vont pouvoir justement davantage répondre à certaines problématiques et questions qu'on a identifiées et que vous avez vous-même réidentifiées durant vos interventions. Donc, c'est bien, ça veut dire qu'on ne fait pas fausse route. Et donc, on va pouvoir commencer à répondre aussi à certains points que vous avez soulevés, Raphaël, Mathilde, Sarah. Donc, on va peut-être commencer directement par la première question et n'hésitez pas, quand vous prenez la parole pour la première fois, les 4 intervenants, à compléter. C'est une présentation très sommaire que j'ai faite. Si jamais vous voulez donner plus d'informations sur ce que vous faites ou qui vous êtes, n'hésitez pas. Notre première question est posée sur justement une prolongation de ce que Audrey, l'étude du CNAGEP, nous mettait en avant, qui est un peu ce point clé que vous avez vous-même identifié, qui est sur les différentes stratégies à adopter pour que les jeunes ne soient pas seulement bénéficiaires, mais aussi décideurs, qui est à la fois concernés, impliqués ou institués. D'après vous 4, quelle stratégie vous semble la plus importante à avoir pour faire la place aux jeunes dans les instances de décision des associations? Et en parallèle, Eva vous expliquer comment le Menti fonctionne. C'est ça. L'idée, c'est que on voulait à la fois entendre les intervenants et puis en même temps avoir un petit peu l'avis de tout le monde dans la salle. Donc, en même temps qu'on va avoir les réponses des intervenants, on vous invite à rejoindre Mentimeter, soit sur votre portable à côté, il suffit de taper www.menti.com. J'ai toujours l'impression de faire de la pub quand je fais ça. Ensuite, il faut rentrer le code 63 58 44 36. Donc, en fait, normalement, vous voyez sur mon partage d'écran. Et en fait, à chaque question qu'on pose aux intervenants, on vous pose la question en fait aussi à vous. Et il sera évidemment de toute façon possible de la commenter après les interventions de chacun. On ne va pas se contenter de juste avoir vos réponses. Voilà, soit sur un autre onglet à côté du Zoom, soit sur vos portables. Et si vous voulez, je vous remets aussi dans la conversation. Hop, c'est là. Et donc, normalement, vous allez avoir accès à la première question. On vous laisse y répondre et puis en même temps, on écoute ce que nos intervenants ont à nous dire sur cette question. On n'a pas institué d'ordre de parole, donc c'est à celui qui a super envie de prendre la parole le premier, se jeter dans le bain. Sinon, on désigne. Moi, je veux bien y aller, je veux bien commencer. Je vais en profiter pour me présenter et présenter rapidement le MRJC par la même occasion, même si on a déjà eu l'occasion d'en parler. Donc, Audrey a déjà dit pas mal de choses auxquelles que j'avais pensé partager là ce soir, mais je vais essayer de ne pas revenir dessus pour avancer. Donc, le MRJC existe depuis 90 ans dans les territoires ruraux. Voilà, c'est une asso qui est, donc, comme on le dit souvent, entre jeunes, du coup, donc de 13 à 30 ans. Donc là, aujourd'hui, on est représenté par une quarantaine de salariés sur toute la France qui ont moins de 30 ans et une trentaine de CA locaux qui sont aussi composés de jeunes qui ont entre 16, 17 et 25 ans au mieux, quoi. Voilà, et le projet du MRJC est d'agir, d'accompagner des jeunes à mettre en place des projets et d'agir sur les territoires ruraux pour les rendre dynamiques, enfin continuer de les rendre dynamiques. Nous, on travaille, j'ai envie de dire, sur les trois, hein, concernés, accompagnés, institués, beaucoup. Après, peut-être pour aller sur le concerné, on essaye de travailler directement avec les jeunes sur ce qu'ils ont envie de faire. Du coup, ils sont réunis en équipe, on leur propose une vie d'équipe dans les territoires dans lesquels ils habitent et on les invite à travailler sur des projets qu'eux-mêmes vont élaborer, construire, définir selon ce qu'ils ont envie. Donc, on travaille vraiment à partir des jeunes, de leurs envies. Et du coup, je vais essayer de ne pas regarder le chat en même temps, sinon je vais me déconcentrer. Et
Et voilà, on travaille beaucoup sur essayer de rendre acteurs les jeunes dans les différents espaces où on les retrouve, donc à savoir les séjours, mais aussi les formations BAFA, par exemple. Donc ça, c'est pour moi le sens aussi de comment on les concerne, c'est aussi en les rendant acteurs, donc en leur laissant des espaces où vraiment c'est eux qui décident. Dans les séjours, par exemple, travailler sur le planning qu'ils veulent faire ou des choses comme ça. Après, ça va au-delà, du coup, dans les CA et les instances de décision. Et aussi dans la permanence. Du coup, nous, on parle de permanents, d'animateurs permanents qui sont là sur un mandat de 3 ans. Donc, il y a ce mandat aussi qui a un sens dans le sens où on n'est pas éternel. Du coup, comme c'est une asso de jeunes, on est là pour une durée de 3 ans. Et voilà, c'est un cadre qui nous permet d'évoluer dans notre engagement. Et pour ce faire, une des choses qu'on va utiliser, c'est une lettre d'interpellation. Alors souvent, quand je dis ça, on pense à une interpellation judiciaire ou policière. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment comment on va chercher des jeunes là où ils s'y attendent pas. Notamment voilà, si on recrute quelqu'un et qu'on fait un appel à candidature, en fait, il y a plein de jeunes qui ne vont pas se sentir concernés. Et du coup, nous, notre travail, ça va être de les amener à se sentir concernés en les interpellant, du coup, en leur envoyant une lettre qui rappelle un peu tout le parcours qu'ils ont pu avoir depuis le début qui sont au MRJC et voilà, comment on pense qu'ils peuvent apporter des choses au sein donc soit de la permanence en étant animateur ou animatrice salariée, soit au sein d'un CA, parce que c'est un peu le même principe qu'on utilise. Du coup, voilà, ça change la donne en fait. Alors des fois, on pourrait critiquer en disant que on va chercher les gens qu'on veut. Non, en fait, on essaye d'aller. Enfin, la logique, elle est là, c'est-à-dire qu'on ne va pas recruter quelqu'un sur des compétences, mais plutôt sur des motivations, en se disant que si une personne est motivée, ça va être la base de tout. Ensuite, elle est accompagnée, elle est formée aussi. Et c'est ça l'élément principal. Peut-être une autre stratégie qu'on va utiliser. Alors, le mot stratégie, il est bizarre parce que du coup, j'ai l'impression qu'on manipule les jeunes, c'est pas forcément ça, c'est plutôt voilà, une réflexion pour mobiliser, pour accompagner à la prise de responsabilité. C'est qu'on travaille pas mal sur les jeunes qui s'en vont aussi, qui quittent leur mandat. Du coup, il y a tout un processus un peu de fin de parcours ou de discours. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais jeune, de voir des gens qui témoignaient de leur engagement, qui racontaient ce qu'ils avaient vécu pendant 3 ans ou même avant, et qui venaient voilà, témoigner comme ça, c'est quelque chose qui permet aussi ensuite de se sentir concerné, de donner envie, d'avoir envie de s'engager et de prendre des responsabilités au sein d'une association. Donc il y a ce côté voilà, témoignage d'anciens jeunes. Enfin, comme tu le disais, il y a, même au MRJC, il y a des jeunes, des jeunes, des anciens jeunes. Voilà. Et on essaye de travailler beaucoup aussi en binôme ou en tuilage, comme Audrey le disait, sur de ne pas laisser les jeunes non plus tout seuls face à leurs responsabilités, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être, au contraire, qui peut mettre fin à un mandat très vite, quoi. Donc, il faut pouvoir avoir cette dimension aussi d'accompagnement et de formation. Voilà. Je laisse la parole peut-être à d'autres pour avoir un autre avis. Oui, vous verrez dans le commentaire, il y a pas mal d'interrogations et de points. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Est-ce que c'est pas un peu détroit et aussi tout simplement pour une question de timing. N'hésitez pas, les autres intervenants aussi, à développer justement ce qui vous paraît pertinent dans les 3 axes. On se doute que vous faites sûrement un peu des 3, mais voilà, vous pouvez vous concentrer que sur une des stratégies, même si oui, c'est jamais binaire comme réponse, ou c'est jamais oui ou non.
Est-ce que c'est l'OFAGE ou le RNJA qui se lance? Moi, je veux bien me lancer pour l'OFAGE. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à entendre William tout à l'heure. Alors, je vais être courte sur l'OFAGE parce que, enfin, la comparaison est difficile. L'OFAGE, ce n'est pas une association. On est une organisation internationale qui soutient, voilà, qui a tout un réseau de partenaires associatifs. Et donc, je peux quand même parler de ce qui est fait pour impliquer les jeunes dans nos instances, et à savoir notre conseil d'administration et notre conseil d'orientation. Et voilà, et donc expliquer que au sein de ces deux instances, en fait, on a donc au conseil d'administration, on a un collège de représentants jeunesse qui est institué. Et dans notre conseil d'orientation, on a parmi les collèges qui sont prévus, on doit avoir 4 représentants jeunesse. Voilà, et chose assez récente, depuis 2018, en fait, ces représentants jeunesse, lors des sessions du conseil d'orientation, ils ont un point d'ordre du jour qui leur est dédié et que eux préparent et présentent en fait à l'ensemble du conseil d'orientation. Voilà, et qui concerne généralement les axes stratégiques de l'OFAGE. Voilà, donc ça c'est voilà, une des multiples choses que l'OFAGE fait pour impliquer les jeunes. Bon, évidemment, il y a tous les programmes et je ne veux pas empiéter sur ce qui sera dit tout à l'heure sur le programme Travail chez le partenaire. Voilà, des programmes pour impliquer les jeunes, il y en a évidemment toute une série, puisque c'est quand même au cœur de l'activité de l'OFAGE. Je peux éventuellement faire un petit zoom sur le réseau des jeunes ambassadeurs OFAGE. Voilà, les jeunes ambassadeurs OFAGE, ce sont 100 jeunes en fait, de 16 à 30 ans qui s'engagent pour le développement des relations franco-allemandes et qui représentent en fait l'OFAGE partout, dans toutes les régions de France et d'Allemagne. Et donc voilà, c'est le relais de l'organisation en fait. Voilà, donc ils sont c'est des petites antennes locales et donc il y a une grosse partie du travail de l'organisation qui repose sur l'engagement de ces jeunes. Voilà, une façon de les impliquer et voilà. Et donc c'est aussi un mélange des 3 verbes concernés, impliqués et institués. Voilà. Donc je m'arrête là pour l'OFAGE. Voilà. Et donc, moi, je vais enchaîner avec le travail chez le partenaire. Donc, je voulais savoir si parmi vous, il y avait des personnes qui connaissaient ce programme. Non? D'accord. Donc, parfait, oui, c'est bien. Donc, l'OFAGE attribue une subvention aux frais de salaire à des structures associatives pour l'embauche d'un jeune du pays partenaire pour développer des échanges franco-allemands. Donc, sur notre site internet, vous avez 2 pages qui sont dédiées à ce programme, une page pour les jeunes et une page pour les structures qui sont intéressées justement par l'obtention d'une aide financière. Donc, pour l'exercice 2021, l'OFAGE a donné son accord pour soutenir 37 associations. Donc, il faut savoir que ce n'est pas comme par exemple pour le volontariat franco-allemand, les jeunes ne sont pas embauchés à partir de janvier ou septembre, peu importe. Donc, c'est au rythme des associations. Ça, on respecte beaucoup les structures parce que chaque structure a un rythme différent. Donc, cela permet donc aux jeunes participants d'avoir une première expérience et ces jeunes sont vraiment très bien accompagnés, ça faut le savoir. Les structures donc n'obtiennent pas, ce n'est pas une subvention pérenne, hein, donc des structures peuvent avoir plusieurs années de suite une subvention, mais c'est pas pérenne. Ça, j'insiste là-dessus. Et donc c'est très intéressant pour une structure d'embaucher un jeune du pays partenaire pour avoir un regard différent, pour monter des échanges franco-allemands. Ce sont des jeunes qui sont très motivés, qui ont des expériences, enfin des profils différents et donc qui rentrent dans un réseau. Et ça, c'est aussi
un point important du programme, il faut le savoir. Et bon nombre de ces jeunes restent aussi dans les secteurs associatifs parce qu'ils découvrent une voie. Alors, il y a des descriptifs de poste et parfois ces descriptifs de poste peuvent varier en fonction des compétences des jeunes. Et en ce qui concerne le niveau de langue, chaque structure a donc des exigences différentes. Donc, Hellophage peut également donner une bourse pour un cours de langue pour pouvoir accéder à ce programme. Et nous avons la chance d'avoir Fanny Garonne qui participe à ce programme, qui est en poste Arbeit und Leben. Et ce que je voulais dire aussi, donc il y a quand même un accompagnement, et ça, je tiens à saluer le travail remarquable des structures qui prennent beaucoup de temps pour former les jeunes, pour les motiver à s'engager aussi. Ça, c'est un rôle important. Et l'encadrement est vraiment remarquable. Et voilà, enfin, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Sur le site, vous avez de l'OFAGE, vous avez la liste des structures qui bénéficient. Hein, et vous avez aussi dans la rubrique donc emploi certains descriptifs de poste. Donc, si vous êtes intéressé par le programme, il faut consulter régulièrement donc, le site. Sinon, vous pouvez vous adresser à moi. Je suis disponible pour répondre à toutes vos interrogations. Super, merci beaucoup, Noël. On finit avec le témoignage du RNJA. Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Laurie et je suis administratrice au Réseau national des juniors associations, donc je suis membre du conseil d'administration. Et du coup, chez nous, les jeunes ont une vraie place dans le conseil d'administration. On fonctionne selon plusieurs collèges. Donc, le collège des jeunes qui est issu des membres de juniors associations. Donc, moi, je suis d'abord passée par là. J'ai un mandat de 3 ans. Maintenant, je suis élue en tant que personnalité qualifiée, c'est-à-dire que j'accompagne plutôt les nouveaux au niveau de la formation et j'aide sur les projets. Et on a un autre collège qui est les membres permanents. Donc, c'est des représentants populaires sont membres de la CA et du coup, on a la Ligue de l'enseignement. J'ai donc la Confédération des MJC et la Fédération des centres sociaux. Et donc, du coup, nous, tout d'abord, ça a été institué, en fait, que les jeunes aient une place au sein de notre conseil d'administration. Enfin, c'est inscrit dans nos statuts. Mais ce qui est vraiment important, c'est, comme ça a été dit, en fait, les trois fonctionnent ensemble. Donc, si les jeunes ne sont pas concernés, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait un intérêt. Notre CA est ouvert à tous. Mais s'il n'y a pas l'intérêt, si on n'a pas envie d'y aller, ça ne sert à rien. Et si on n'est pas accompagné, ça ne sert à pas grand-chose. Ça ne fonctionnera pas non plus. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un vrai accompagnement. Il y a de la formation, on a des temps de travail avant les CA pour comprendre tous les enjeux, pour que chacun soit au même niveau, parce que les jeunes, chaque collège a les mêmes votes, donc pour que chacun ait sa place dans le CA, il faut que chacun ait les outils et comprenne les enjeux pour que les votes représentent vraiment les envies de chacun. Et du coup, voilà, ce que je pense qui est important pour que ça fonctionne, c'est que c'est les trois, en fait. Du coup, bonjour tout le monde. Je suis Marine Boin, DG du RNJA. Et donc, effectivement, même la DG est jeune au RNJA. Je voulais juste compléter un peu ce que Laurie disait, où ce qui est difficile, je trouve, sur quoi travailler, c'est la légitimité des jeunes. Ce qui est plus facile chez nous, bien évidemment, c'est que notre public, nos adhérents, nos bénévoles, ce sont les juniors associations. Donc, c'est une démarche qui permet, pour ceux qui ne connaissent pas, à 11-18 ans, de monter leur projet sous une dynamique associative et donc d'assumer des responsabilités. On leur donne accès à des outils de la vie associative, on leur donne la possibilité d'ouvrir un compte bancaire
et de le gérer en autonomie, d'être assuré et de gérer aussi les demandes, de comprendre aussi comment fonctionne une assurance, etc. De gérer aussi la création d'un projet associatif, d'une gouvernance, etc. Donc, ce qui est plus facile quand même chez nous, c'est qu'on a des jeunes sur lesquels on travaille déjà sur ce sentiment de légitimité et de responsabilité, de ce que ça veut dire, etc. Donc, on a des jeunes qui sont déjà sensibilisés à ces questions-là. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils se sentent totalement légitimes à monter au conseil d'administration d'une association nationale aux côtés de la Ligue de l'enseignement, les centres sociaux, les MJC et Gén'encre. Donc ça, c'est par contre un gros défi, je trouve, qui est toujours chez nous. On travaille dessus, notamment grâce à des temps de fédération, etc., plein d'autres actions, une stratégie est mise en place. Mais je pense que c'est en tout cas quelque chose qui est présent chez toutes les associations qui veut intégrer les jeunes dans son conseil d'administration et dans des espaces de décision, de travailler sur ce sentiment de légitimité et donc du coup de travailler, je rebondis sur quelque chose qui était dit dans les commentaires, qui était super intéressant aussi. Ça ne veut pas dire que accompagner les jeunes, ça veut dire aussi accompagner les non-jeunes qui font partie du conseil d'administration, accepter le droit à l'erreur. Potentiellement, il y a des choses qui vont prendre plus de temps. Et c'est pas grave. Et c'est ça aussi qui rend intéressant les décisions et cet espace de décision. Typiquement, nous, à NJA, ça fait depuis 2000 qu'on a intégré des jeunes dans notre conseil d'administration. Alors, bien évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On s'est dit, tiens, on va mettre 8 jeunes dans notre conseil d'administration et puis ils vont avoir autant de poids que les membres permanents du RNJA. Ça s'est fait progressivement pour que les jeunes s'habituent aussi et se sentent légitimes à monter au conseil d'administration, mais aussi que les membres permanents se fassent de la place, que les salariés aussi apprennent à accompagner cette dynamique-là. Donc bref, il y a plein de choses qui se sont mises en place et c'est un processus long. Et dans les vraiment à la fois des non-jeunes. Alors, il faut savoir qu'au RNJ, on est non-jeunes à partir de 21 ans, donc c'est assez jeune, et accompagner les jeunes aussi. Voilà. J'essaie de faire vite, Eva. C'est moi qui reprends la main, Yanis? Ouais, ok. Est-ce que super, merci beaucoup. Je pense que c'était assez riche de voir un petit peu tous ces modèles différents de façon d'associer les jeunes aux gouvernances associatives. Je vois qu'il y a pas mal de réactions dans le chat. Je pense qu'on peut prendre une ou deux réactions aussi. Si quelqu'un a envie de prendre la parole, peut-être pour commenter son choix, même si du coup je suis bien consciente qu'on aurait dû laisser le choix de cocher les trois. Effectivement, je pense que c'est plutôt une combinaison des trois qui amène potentiellement à quelque chose d'intéressant. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole pour commenter? Moi je peux. Oui. Donc moi je m'appelle Juliette, je participe au dialogue jeunesse, mais à l'homologue belge, donc dans la partie francophone de la Belgique. Et en fait, l'organisation dans laquelle est assez particulière parce qu'on est l'organisme aussi institutionnel qui représente la voix des jeunes au niveau du gouvernement. Donc, on est inscrit dans la Constitution qu'on doit exister et on a bien sûr des jeunes qui sont bénévoles, qui participent à différents projets comme le dialogue jeunesse ou des projets plus nationaux. Et on a aussi des permanents, bien sûr, qui travaillent à plein temps pour cette organisation et qui sont là pour s'organiser de l'organisation. Quelque chose que moi, en tant que jeune et en tant que bénévole, je trouve de temps en temps assez perturbant, c'est que ce n'est pas très clair quelle est notre place exactement, à quel point on a le droit de prendre notre indépendance ou à quel point on a le droit de proposer. Et je trouve qu'en tant que jeune, j'aimerais bien que les organisations où je pourrais m'engager, ce soit clair. Est-ce que je suis là pour participer à un projet et mettre la main à la pâte et faire différentes petites actions, ou est-ce que j'ai vraiment un choix et un pouvoir décisionnel sur les projets qu'on va prendre? Et je trouve que de temps en temps, surtout quand il y a des gens qui sont permanents et qui sont payés dans une organisation pour faire ça, c'est assez compliqué de trouver la balance entre les bénévoles et les jeunes et des gens qui sont et des salariés qui sont justement
à plein temps et dont c'est l'occupation principale. Merci Juliette. Oui, c'est intéressant de comprendre qui a quelle place et est-ce qu'on est transparent sur ces places-là et les possibilités qu'il y a au sein de l'association. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ouais, je veux bien intervenir. Ouais, je voudrais revenir sur cette question de la place qui, pour moi, se rapproche un peu de la question de la légitimité. Armand Revel, je suis encore, on va dire, sur les mi-jeunes. J'arrive sur mes 26 ans. Je suis concerné pour être arrivé. Ça fait 10 ans que je commence à rentrer dans des conseils d'administration. Et je travaille également à la Ligue de l'enseignement et avec le RNJA notamment. Très sensible à cette question. Et cette question de la légitimité et de la place à trouver, de l'équilibre à trouver entre les salariés, le conseil d'administration, les anciens déjà présents pour certains depuis 5, 10 et certains voire presque toute leur carrière personnelle et professionnelle, est toujours compliqué à trouver quand on arrive et qu'on a 18 ans, qu'on s'engage dans un conseil d'administration, on arrive du jour au lendemain. Il y a cette question de l'accompagnement qui peut être très fort par certains bénévoles, mais quoi qu'il advienne, il y a aussi une question de temporalité. L'association, elle est déjà en route, elle inscrit dans une temporalité, il y a des actions qui ont été actées il y a 2 mois en CA qui doivent être appliquées, on ne peut pas renouveler certains débats. Nous, on arrive avec des idées, comment on se positionne par rapport à tout ça. On arrive, il y a des problèmes. Je me rappellerai toujours de mon premier bureau associatif où je suis arrivé et on m'a dit « Ah, au fait, on t'a pas dit, ça fait 2 ans qu'on est au Prud'homme. » On arrive, on est là et comment on se positionne face à tout ça? Parce qu'ensuite, on a le président qui peut faire défaut. On se retrouve devant un avocat à devoir gérer des choses comme ça. Et ça rejoint plein de questions, même si on est bien accompagné, même s'il y a ces questions de légitime, même si on se sent légitime, à un moment, on peut se retrouver démuni, un peu perdu dans un flot d'informations et de choses différentes. Donc, c'est un petit peu comment on trouve notre position. On recrute un nouveau directeur, il arrive, il a 20 ans de plus que moi, il est plus compétent sur tellement de domaines, et pourtant, je suis son trésorier. Comment je me positionne par rapport à tout ça? Parce qu'à un moment, ça risque quand même de poser des soucis dans la gestion, dans la légitimité. Et voilà. J'essaie de regrouper différentes idées que je souhaitais avancer, mais cette légitimité, voilà, on peut l'avoir face à des partenaires, face aux anciens bénévoles, administrateurs, face aux salariés. Et en même temps, je le vois aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis engagé et que je suis en CA. Et quand on accueille des nouveaux jeunes, c'est difficile aussi parfois de reprendre ce temps, de faire marche arrière pour réintégrer les jeunes, reprendre ce temps, notamment quand on a ces questions de temporalité, où cette année, on fait les projets budgétaires pour dans 2 à 3 ans, parce que notamment face à la crise, c'est très compliqué de gérer certains budgets. Comment on fait pour accueillir des jeunes quand on est déjà en train de parler pour les projets dans 3 ans, l'organisation d'événements, alors qu'il faut en même temps les former, leur parler de l'actualité, rattraper toute la crise sanitaire, des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément sur la question salariale, de la même manière que je ne m'y connaissais pas quand je suis arrivé, et des jeunes, pour la plupart, qui ne resteront 1 an, 2 ans, parfois pas forcément beaucoup plus, puisque ça rejoint ce qu'on disait en introduction, sur la question de la mobilité des jeunes actuels. Quand on veut trouver… Moi, j'ai fait ce choix, j'ai sacrifié tout pour le milieu associatif. C'était un choix personnel. Je me suis vraiment trouvé dans ce milieu-là et j'ai décidé de rester par rapport à ça. Tous les jeunes qui rejoignent ces milieux-là ne le font pas et vont parfois arriver à la fin de leurs études et se dire j'irais bien trouver du travail ailleurs. Donc, on se retrouve à accueillir des jeunes. Si on souhaite les inscrire dans cette temporalité de 3 ans, par exemple, on se retrouve avec cette complexité de se dire oui, mais dans 3 ans, ils ne seront plus là, tout en gardant cette idée que cet accompagnement est bien entendu beaucoup plus important et a une portée beaucoup plus large que juste notre association. C'est un militantisme, c'est un engagement pour la société, ça je suis bien d'accord. Mais il y a cette question d'un moment, on est des bénévoles, on fournit déjà beaucoup de notre temps dans différentes actions, le train est déjà en route, et donc comment on accompagne ces personnes à trouver leur légitimité, comment nous on trouve notre légitimité, tout en s'inscrivant dans la complexité quotidienne que l'on connaît tous des milieux associatifs. Super. Merci beaucoup, Armand. Ce que je propose, c'est qu'on a une troisième question qui est justement sur les limites et je pense que moi, oui, pardon. Je dois vous quitter, je veux bien prendre la parole pour… Ce n'est pas une réponse à Armand, mais
Je ne sais pas en fait s'il faut accueillir les jeunes. Enfin, moi, je suis plus jeune, hein, j'ai 36 ans. C'est pareil, j'ai un peu le même parcours dans le secteur associatif sur du perso et du pro. Et là, je viens de rentrer dans un CA en tant qu'administratrice, mais en fait, on a fait le choix d'y aller collectivement. Et du coup de se dire, bah, en fait, il y a des personnes qui ne se sentaient pas légitimes sur cette question de la jeunesse. Et en fait, de rentrer collectivement dans un CA qui est âgé, je pense, de 20 à 36, 37, 30, ouais, 37 ans, on rentre à 10 à peu près là. Et notamment sur cette question de la temporalité, de se dire, bah, en fait, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je ne peux pas y aller parce que je ne sais pas où je serai dans un an. Mais en fait, le collectif, il permet à des moments, nous, on s'est posé ça, de travailler sur le temps long en se disant, bah, peut-être c'est pas grave si toi, tu n'es pas là pendant les 3 ans du mandat parce qu'en en fait, on est un groupe et du coup, on va construire de la compétence collective. Et donc, personne ne peut savoir où est-ce qu'on sera dans 3 ans, qu'on ait 18 ans ou 33 ans ou 50 ans. En fait, on ne peut pas être sûr que pendant les 3 prochaines années, on peut. Enfin voilà, on a posé ce truc-là pour tout le monde et on a essayé de réfléchir à se dire oui, mais qu'est-ce qu'on a de travailler à un projet de CA, là, un projet de candidature collective, et de dire qu'est-ce qu'on a envie collectivement et qu'est-ce qui peut nous donner un peu confiance là où individuellement ça pourrait nous faire peur. Et ça, bah, je pense que c'est aussi de se dire comment est-ce que le collectif, des fois, il légitimise individuellement les personnes, mais il légitimise aussi les fonctions associatives. Et de se dire à un moment, travailler de la compétence collective, c'est beaucoup plus, je ne sais pas si c'est beaucoup plus, mais nous, on s'est dit, ça va être facilitant parce que bah, là où, et on pense, après, on a travaillé les fonctions associatives par métier, puis demain, on a notre premier CA de constitution, et on l'a préparé un peu comme ça, à se dire, on ne va pas le regarder individuellement, on va continuer à le regarder collectivement sur c'est quoi les métiers du CA, qui est-ce qui a envie d'aller où, et dans une projection dans le temps, bah, comment est-ce que, alors il y avait un truc de compagnonnage qui a été présenté, mais un peu dans cette idée-là de se dire, oui, il y a des personnes qui ont des compétences qu'elles ont acquis. Tout à l'heure, il y avait le truc de dire, bah oui, on n'arrive pas vierge dans une association, même si on a 18 ans, on a fait des choses avant, on a fait des choses à l'école, on a fait des choses parce qu'on a été, bah, on a une vie en fait, et on n'est pas, enfin voilà, on n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans de volontariat et 15 ans de stage pour pouvoir candidater dans une association. Et du coup, de garantir un cadre collectif, bah, des fois, c'est sécure aussi et qu'on ait 18 ans, 25 ou 36, quoi. Enfin, voilà, c'est un témoignage. Je suis désolée, je dois vous laisser, c'est hyper intéressant, mais c'est l'enjeu d'être dans un conseil d'administration, c'est qu'on a des réunions ailleurs. Je vous remercie pour tout. Beaucoup. Et tu pourras nous envoyer peut-être un peu le détail de comment vous avez construit ça, parce que je vais faire un gros CR, moi, avec du partage de pratiques, donc ça pourrait être intéressant. Ouh là là, tu m'en demandes beaucoup et il faut que je demande à mes collègues, mais D'accord, tu bon, peux bah, me renvoyer un me dis. mail. Oui. Tu me renvoies un mail avec la demande précise et pourquoi pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu. Je rebondis sur ce que disait Armand, justement. Armand parlait un petit peu, bah, il y a pas mal de limites, mais de ce qui était aussi derrière cette idée de pourquoi on fait la place aux jeunes dans nos organisations. Parce que aussi, il y a une mission de formation de citoyenne, d'essayer de voir ce que ça fait à la fois sur les jeunes, mais aussi, et ça c'est Audrey qui en parlait, sur les infrastructures et sur les structures et sur le projet associatif, parce que je pense que se poser ces questions-là, ça fait aussi bouger les choses. Et du coup, on vous aurait bien entendu aussi, vous, sur bah voilà, comment ces stratégies d'associer un peu plus directement les jeunes dans vos structures ont un impact en termes de renforcement de la participation jeune en général, puisque c'est un peu l'objet qui nous occupe, nous, pendant ces 18 mois, c'est la question de la participation politique des jeunes. Donc pour former des militants, mais aussi des citoyens, enfin voilà, plus largement. Et c'est là-dessus qu'on aurait bien aimé avoir un peu vos retours. Je ne sais pas qui a envie de se lancer, mais peut-être William ou... Oui, oui. Moi, je vais bien répondre à la question tout en répondant à Armand. En fait, tout ce que tu as pu dire, c'est des choses que nous, on traverse aussi beaucoup. En fait, comme les jeunes, on nous dit qu'il y a un turnover très important au MRJC, dans les assos de jeunes, en tout cas, voilà, sur des mandats de 3 ans. Vous m'entendez bien ou pas? Parce que tout à l'heure, vous ne m'entendez pas très bien.
Ouais, ça va. Du coup, en effet, il y a des débats qui reviennent régulièrement, qui sont un peu les mêmes. Et c'est tout à fait, voilà, c'est tout à fait énervant des fois quand on a déjà fait le débat 2 ou 3 fois de se le reprendre. En même temps, c'est pas avec les mêmes personnes. Et notamment sur la manière de s'organiser collectivement en CA, on est obligé de se reprendre des débats. Des fois, c'est pour aboutir aux mêmes réponses, mais si on le refait pas, en fait, on exclut de fait, de fait les jeunes. Donc, je pense que c'est voilà, nous, en tout cas, ça a été un choix de dire, bon, en fait, oui, des fois, on refait les mêmes débats 2 ans plus tard parce que ce n'est pas les mêmes personnes. Et c'est aussi dans le projet de formation qui est un de nos projets politiques. Si on ne le fait pas, on exclut une partie des jeunes. Je pense que pourquoi on souhaite donner la place aux jeunes, c'est aussi pour donner un goût et une envie de s'engager transmettre une culture de l'engagement. Et en fait, ce n'est pas une fin en soi, on va pas faire carrière au MRJC. Donc, c'est aussi pour donner envie de s'engager dans la société ailleurs, dans d'autres espaces, et transmettre une culture de l'associatif. Et c'est surtout ça qu'il y a derrière. C'est comment, au-delà d'être... après avoir été jeune, comment on continue de s'engager et de s'impliquer dans la société, dans d'autres espaces. Merci William. Est-ce que Marine ou Laurie, et puis après, il y a aussi Fanny qui est avec nous et qui pourra... Oui, bien sûr. Du coup, au RNG aussi, on s'est beaucoup posé cette question sur la participation des jeunes et qu'est-ce qu'on fait après son engagement en milieu associatif. Qui porte sur l'impact. Laurie, on t'entend pas du tout, ça bug. Je sais pas si tu m'entends. Potentiellement couper ta caméra. Je suis désolée. Ça va peut-être être plus facile pour... on t'entendra peut-être mieux. Ouais. Ok. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend mieux. Ok, je suis vraiment désolée pour ce souci technique. Du coup, je disais que donc on a mené 2 études, une en 2008 sur l'impact de son parcours, enfin de son engagement junior association sur son parcours de jeune. Et ce qui était ressorti de cette étude, c'est plutôt la dimension d'initiative sur le parcours de jeune qui est important et que on va aussi acquérir des compétences et celles-ci vont pouvoir Laurie, on t'entend plus du tout. 2010, où là, elle portait... Ça bug beaucoup. Si tu veux, je reprends le relais sur celle-là et puis... Ok, on fait ça. Désolée. Ok, donc ce que Laurie vous disait, c'est que le RNGS est beaucoup questionné effectivement sur le parcours des jeunes. Et donc ces 2 études, on allait interroger l'impact de l'engagement en junior association sur le parcours citoyen et socio-professionnel des jeunes qui passaient par la démarche junior association. Et notamment, ce qui ressortait comme résultat qui était extrêmement intéressant, c'est que tous les jeunes qu'on est allé interroger dans ces 2 études nous disaient que le passage en JA a eu un impact sur leur orientation. Ils se sont questionnés sur, OK, est-ce que j'ai envie de bosser dans l'association, dans l'associatif, dans l'animation, ou comment j'ai envie de le faire, ou des jeunes qui se projetaient à faire du théâtre et aujourd'hui font des liens avec l'éducation populaire et des associations qu'ils ont rencontrées pendant leur parcours de jeunes engagés. Donc il y a beaucoup de liens qui se font et il y a un impact qui est quand même assez important et intéressant à regarder. Et même sans ça, la plupart des jeunes continuent à être engagés derrière. Donc soit dans les associations qu'ils ont rencontrées dans leur parcours JA. Pour information, les juniors associations peuvent avoir un accompagnateur local, ce n'est pas une obligation. Ces accompagnateurs, en général, sont
des animateurs jeunesse, etc., des villes, des collectivités territoriales ou d'associations, enfin bref, ils ont plein de typologies différentes et ils sont aussi accompagnés au niveau départemental par leur relais départemental, comme Armand, qui vient de la Ligue de l'enseignement, des MJC, des centres sociaux ou d'autres partenaires de structures d'éducation populaire. Et donc, grâce à ces relais départementaux, ils vont rencontrer des structures et voir aussi d'autres façons de s'organiser, d'autres associations. Ça vient leur apporter une connaissance, en tout cas, au niveau de leur territoire, des implantations, des associations qu'il y a dessus. Donc voilà, donc ça impacte fortement leur parcours. Excusez-moi, je me suis perdue entre-temps. Et forcément, donc, il y a ce travail-là, et puis le travail, je pense, des têtes de réseau, qui est extrêmement importante. Nous, on continue à faire de la valorisation, du plaidoyer, etc., pour parler de participation des jeunes et de l'importance que ça a dans notre société. Forcément, on est convaincus par notre sujet. Donc, typiquement, cette intervention où cette année, au RNG, on fait un gros travail de consultation et de plaidoyer pour remettre un état des lieux de l'engagement des mineurs et du droit d'association des mineurs à des décideurs politiques et techniques pour continuer à faire avancer la participation des jeunes et leur inclusion forcément dans tout ça. Super. Bon, on a rattrapé. J'espère que Laurie, on t'entendra un peu mieux tout à l'heure. Est-ce que peut-être laisser la parole à Fanny qui pourra témoigner de ce qu'elle vit, elle, dans son... avec Oula, pardon, je vais y arriver. Avec travailler chez le partenaire. Oui, alors si ça bug, j'ai compris ma vidéo, mais normalement, là, ça a l'air de fonctionner. Bonsoir, du coup, moi je suis Fanny, je travaille à Arbeiten-Leden, qui est à Düsseldorf. J'ai un profil un peu particulier par rapport aux personnes qui sont ce qu'on appelle en ABP, donc c'est ce type de poste, c'est que je suis une vieille jeune, enfin, j'ai déjà 29 ans, et j'ai pas mal d'expérience dans l'associatif militante avant, mais alors pas du tout dans le domaine franco-allemand. Et c'est ça qui est assez intéressant avec ce programme Travail chez le partenaire, c'est que là, par exemple, je peux travailler pour une structure dans le franco-allemand alors que je n'étais pas du tout dans ce domaine-là avant. Et on a déjà un peu évoqué ça au début. Il y a ce côté, ah mince, je ne viens pas de ce domaine-là, j'ai aucune légitimité à y aller. Et en fait, ce type de programme, donc comme Noël l'a dit, ça permet à un jeune d'avoir une expérience professionnelle dans une structure du pays partenaire. Et comme Noël l'a aussi dit, il n'y a pas forcément de compétences particulières à avoir, c'est vraiment sur la motivation. Et ce qui, moi, par exemple, m'a permis d'intégrer le franco-allemand alors que j'avais aucune expérience avant là-dedans. Et ce que je trouve intéressant avec ce programme, c'est que ça change. En fait, il y a différentes façons de s'engager. Moi, j'avais déjà été bénévole dans plusieurs associations, j'étais déjà volontaire en service civique. Et puis, j'étais aussi salariée, mais pas dans des assos, par exemple. Et ce qui fait que là, ça permet d'être vraiment salarié et d'être intégré dans une structure alors qu'on arrive un peu de nulle part et parfois, on ne parle pas forcément la langue de manière... Enfin, moi, j'ai un niveau d'allemand correct, mais je n'étais pas forcément bilingue en arrivant. Et on nous donne vraiment la chance d'arriver, de proposer ses idées, on nous forme, on nous accompagne et je sais que pour être en relation avec les autres personnes qui sont dans ce programme, on a vraiment différents profils et je sais que les personnes qui étaient là avant moi étaient beaucoup plus jeunes, par exemple, et on fait ça entre la licence et le master, alors que à côté, dans leur vie de tous les jours, c'était pas forcément des personnes qui étaient très engagées. Et comme disait Noël, il y en a beaucoup qui sont restés finalement dans les structures de différentes manières ou qui sont restés dans le milieu franco-allemand, qui se sont engagés soit bénévolement, soit sous d'autres formats. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est intéressant puisque voilà, c'est autre chose. C'est pas un volontariat, c'est pas du bénévolat. On n'est pas dans le CA non plus, parce qu'on parlait beaucoup de la place des jeunes dans le CA. Là, on est vraiment salarié de l'association, mais on nous laisse notre chance et il n'y a pas forcément cette question de légitimité. Après, il faut aussi, c'est ce qu'on fait, nous, on essaye de beaucoup témoigner de ce qu'on fait pour donner envie à d'autres jeunes de postuler et de se dire c'est pas grave si votre niveau d'allemand il n'est pas fluent, que vous ayez aucune expérience dans le domaine. Bah, l'objectif, c'est de venir avec sa motivation.
j'avais entendu quelqu'un, mais… Oui, on a entendu quelqu'un, mais on t'a bien entendu aussi. Merci. Ouais. Pardon, vas-y, Merci Yanis. beaucoup, Fanny, et tous les autres pour cette intervention. Pour essayer de rester dans les temps, comme en plus on est en période de Covid, Zoom, ça peut fatiguer aussi tout le monde. Donc, on va essayer de respecter le timing. Et donc, on va passer directement à la dernière question, qui sera pour tous les intervenants et qui sera assez courte, qui est justement, si on vous demandait une recommandation pour changer concrètement les choses, pour que les jeunes, justement, passent de bénéficiaires à décideurs ou soient mieux intégrés, qu'est-ce que vous diriez ? Vu que l'idée, c'est d'avoir justement une recommandation, même si là encore, on se doute que c'est souvent les trois à la fois ou c'est compliqué. N'hésitez pas à réfléchir un petit peu. En attendant, Eva mettra un Menti pour que tout le monde puisse aussi réagir et donner des idées. Et donc, on aura peut-être comme ça 31 recommandations et on arrivera à trouver les bonnes pour réussir à y répondre. Donc, on va finir sur cette question-là. Et ensuite, comme ça, on passe directement à un temps de questions-réponses. Yanis? Oui. Pardon, tu veux pas quand même qu'on pose la question sur les freins? Excuse-moi. On peut, mais… On laissera peut-être le Menti ouvert sur les recos, parce que je me disais que c'était un peu… On peut sur les questions des freins, on accepte juste de tous avoir une demi-heure de retard, mais on peut. Alors, je la question des freins. Ouais, je me dis que c'est quand même… Ok. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui freine la mise en œuvre concrète des jeunes, justement, en tant que bénéficiaires dans le monde associatif, voire même en tant que décideurs? Et que mettez-vous en place dans vos structures pour essayer d'éviter, justement, ces freins et essayer de combattre ces freins? Et je crois qu'Eva met quand même en même temps un Menti. Oui. Donc, je ne sais pas qui veut commencer dans les intervenants, justement, sur cette question des freins que vous avez identifiés au sein de vos structures pour que les jeunes puissent participer. Comment vous essayez de les combattre? Je veux bien intervenir sur cette question. Je vais intervenir en février 2020, l'année dernière, juste avant le Covid. La Ligue de l'enseignement à l'échelle nationale a organisé un colloque de rassemblement des jeunes, justement, pour aborder ces questions-là. Et il y a 3 choses qui sont ressorties de la part de ces jeunes engagés. Donc, c'était soit des jeunes volontaires, soit des jeunes formés par le biais de la Ligue de l'enseignement. Et les 3 freins qui ressortaient de la bouche de ces jeunes, du coup, qui ont été retenus, c'était la communication. Donc, des outils de communication qui divergent vraiment entre 2 générations de personnes engagées dans les conseils d'administration. Le deuxième élément, c'était les thématiques qui abordaient, où des jeunes ne se sentent pas forcément concernés, enfin, je sais pas, c'est pas le mot concerné que j'arrive à trouver, mais défendre des grands mots comme l'engagement, la laïcité ou le militantisme, ce ne sont pas des choses dans lesquelles ils se reconnaissent, là où ils se reconnaissent plus dans des notions d'environnement, d'écologie ou d'action humanitaire. Et le 3e frein, je ne l'ai plus en tête, mais du coup, c'est vraiment ce qui ressortait de cette expérience avec ces jeunes et que je partage un petit peu de mon côté comme vrai frein. En fait, c'est une différence d'âge très importante avec des conseils, avec des associations qui peuvent être assez âgées, et je le vis notamment à travers mon travail à la Ligue de l'enseignement, et qui ont du mal à accepter le changement, ce qu'on avait vu un peu en introduction, où il y a des vrais changements dans nos engagements et nos volontés de jeunes, des mentalités différentes, qui se heurtent parfois et qui bloquent vraiment la prise. Voilà, je vais m'arrêter là, je pourrais m'étendre plus longtemps. Mais… Il y a Anaïs qui… Ouais, je veux bien prendre la suite pour compléter ce que tu dis, Armand. Je pense notamment quand tu parlais de la communication et lié à ça aussi, à la place dans les conseils d'administration, on avait interrogé des jeunes qui nous ont très vite dit, mais quand on parle conseil d'administration, quand on parle de présidence, de trésorier, ça fait peur et on n'ose pas du tout y aller parce qu'on imagine une sorte de Graal comme ça, de choses inaccessibles. Donc ça, c'était un premier élément que je voulais ajouter. Et un deuxième, peut-être pour faire lien avec ce qu'on avait mentionné aussi en amont sur
sur l'accompagnement des non-jeunes notamment, parce que nous, ce qu'on remarque en fait avec Laure, qui est présente ici aujourd'hui aussi, on représente la commission jeunesse, solidarité internationale de coordination sud, et en fait, on travaille sur ces enjeux de prise en compte des jeunes à tous les niveaux. Et on se rend vite compte aussi qu'en dehors de l'accompagnement des jeunes et des freins que peuvent rencontrer les jeunes, il y a beaucoup de freins aussi du côté des non-jeunes, on va dire. Justement, que ce soit par rapport au fait qu'il n'y ait pas une vision partagée des jeunes, où il y a beaucoup de préjugés sur les jeunes de la part des personnes qui vont être plus âgées. Souvent, dans des petites associations, ce qu'on avait pu remarquer, c'est que l'asso, elle est fondée autour d'un fondateur, d'une personne un peu historique, et c'est un peu difficile de faire de la place aux jeunes et de passer progressivement le bébé à quelqu'un d'autre. Et que du coup, il y a aussi des fois ces difficultés pour les assos, on en parlait tout à l'heure, à se faire bousculer ou à se dire, voilà, on accepte qu'il y ait une autre vision de l'engagement des jeunes aussi, qui n'est pas forcément une vision sur des années. Donc, c'est un peu le type de frein qu'on a remarqué, aussi le fait que les assos, elles ont besoin d'être accompagnées ou d'être formées sur ces enjeux-là, parce qu'elles ne savent pas forcément trop comment s'y prendre pour faire plus de place aux jeunes. Et je pense notamment à des assos qui n'ont peut-être pas forcément des jeunes à la base, mais qui sont intéressés par ces questions-là. Et donc, c'est pour ça que toutes les réflexions aujourd'hui aussi nous intéressaient, parce que dans le cadre de Place aux jeunes, du projet qu'on travaille au sein de cette commission JSI, on essaie justement de réfléchir à comment on peut peut-être plus former des bénévoles ou des salariés, d'avoir des temps d'échange de pratiques ou des temps de réflexion au sein des associations pour qu'elles-mêmes, elles puissent aussi réussir progressivement à faire de la place aux jeunes. Parce que du coup, il n'y a pas forcément juste la volonté de se dire on va accompagner des jeunes, mais il y a souvent besoin aussi de la part des non-jeunes d'être accompagnés et d'être orientés en tout cas d'avoir des billes de réflexion sur ces enjeux-là. William? Je veux bien compléter, très rapide. Nous, dans les freins, je ne redis pas ce qui est déjà sur le Mentimeter là, mais il y a quelque chose aussi autour des codes culturels en fait, qui peuvent être un frein au fait de prendre des responsabilités. En tout cas, on remarque que des jeunes qui prennent des responsabilités, c'est aussi des jeunes qui, dans leur famille, ont des parents ou des frères et sœurs qui soit sont passés aussi par le MRJC, soit sont impliqués dans une vie syndicale, militante, associative. Pour beaucoup, ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, heureusement, mais c'est quand même une réalité qui est assez forte. Et du coup, on essaie de travailler sur comment... en fait, mine de rien, quand on arrive dans une asso, il y a quand même énormément de codes, de sigles, de choses qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est dedans, parce qu'on les a appris, mais de l'extérieur, c'est ça qui fait peur. Et du coup, je rejoins un peu l'enjeu de communication. Et aussi, autour de ça, il y a vraiment les outils de participation et de décision qui sont à retravailler. Moi, même en ayant 26-27 ans, je me sens parfois dépassé sur les outils numériques notamment, et je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus pour laisser la place aux jeunes, parce que c'est aussi un nouveau langage, une nouvelle manière de faire, et du coup, si on travaille pas là-dessus, on ne permettra jamais aux jeunes d'arriver. Et du coup, je voulais faire mon petit mot de la fin aussi en même temps, je ne sais pas si on aura le temps de le faire après, mais je me dis qu'il n'y a rien à... il n'y a rien à perdre à gagner, il y a parfois peut-être plus à gagner qu'à y perdre en laissant la place aux jeunes. Et en fait, si on ne le fait pas nous-mêmes dans les associations dans lesquelles on est et qui nous portent, on ne le fera jamais dans la société. Il y a une urgence à ce que les jeunes puissent aussi prendre la parole dans la société. Donc, ça passe par là, à mon avis. Voilà. Je ne sais pas si je peux apporter aussi un petit élément. Il y a une chose qui était assez intéressante. On a fait une étude en partenariat avec l'INJEP il y a quelques années sur la mixité de genre au sein des juniors associations, ce qui nous a poussé, nous, le RNG, aussi à nous questionner et à retravailler la mixité au sein de notre conseil d'administration. Et cette étude nous a amené à une constatation qui est assez intéressante, je trouve, à partager avec vous. Sur le papier, les juniors associations, pour être habilités, on leur demande de remplir un dossier. Ce dossier a un objectif pédagogique, c'est les accompagner à mettre des mots sur leurs projets, sur leurs besoins, sur leur gouvernance, etc. Sur le papier, les juniors associations, en général, ont une gouvernance très classique, entre guillemets, et qui ressemble aux associations, certainement celles qui sont autour de la table aujourd'hui, c'est-à-dire avec notamment ce conseil d'administration, avec un bureau qui est composé
de ce trio présidence, trésorerie et secrétariat général. Donc les junior associations calquaient cette organisation-là. Et par contre, dans les faits, on se rendait compte qu'ils fonctionnaient de façon vachement plus horizontale et qui délaissaient totalement ce modèle de gouvernance pour se réinventer un modèle qui leur convenait et ils se réappropriaient tous les statuts qu'ils avaient envie de fonctionner, mais aussi la façon de s'engager dans leur junior association. C'est-à-dire que chacun fait ce qui l'intéresse, etc. Il n'y a pas une obligation, il n'y a pas... Enfin bref, c'était assez intéressant de voir ça, potentiellement à creuser un jour. Ce qui est assez drôle, et dans notre conseil d'administration, on essaye de se remettre en question régulièrement. Là, on est aussi sur une phase de retravail des statuts et de la gouvernance du RNGA, puisqu'il y a une envie de pas attendre forcément une crise pour retravailler ces statuts et les adapter aux pratiques, mais de le faire quand ça se passe bien et qu'il y a une entente, etc. Un constat qui a été fait par les jeunes qui sont engagés depuis plusieurs années au CA, puisque effectivement c'est compliqué d'avoir tout de suite des réflexions sur la gouvernance quand on vient d'arriver. Forcément, il y a un temps d'appropriation aussi de l'espace, de sa place, se sentir légitime, etc. Notamment, donc Laurie faisait partie de ces personnes-là, ok, alors pourquoi nous, les membres du bureau, la présidence, la trésorerie, le secrétariat général sont pris par les structures membres du RNGA, donc Ligue, CMJCF, etc., centres sociaux et GEDAncre, et les jeunes n'ont pas le droit d'accéder à ces postes. Puisque typiquement, par exemple, pour vous montrer, notre rapport financier, il est coécrit chaque année par un membre du CJA, du Collège des juniors associations, et un membre permanent, et la déléguée générale. Donc c'est un travail en trinôme. Et donc il y a eu ce questionnement de nous aussi, on veut ces places-là, et nous aussi, on veut avoir ce titre-là. Pas que dans les faits aussi, mais que ce soit aussi, je ne sais plus les 3 termes du début, je les ai notés quelque part, que ce soit aussi institué, que les jeunes ont la capacité de prendre ces postes-là et de prendre plus de responsabilités et que ce soit institué dans nos statuts et auprès de nos partenaires, auprès des bénéficiaires, etc. Voilà, j'ai fini. Yanis, est-ce que tu... Je sais pas au niveau du timing, si tu veux rajouter la dernière question. Et 34, ce que je vous propose, c'est de pouvoir quand même... nous, on garde la trace de tout ça pour vous faire aussi un rapport et tout mettre un peu ensemble. On peut ouvrir la dernière question pour qu'on puisse chacun avoir... Ah oui, non, on avait une autre question, mais celle-là, on ne vous la pose pas. Hop. Sur la dernière recommandation, si tout le monde un peu en fermeture peut écrire quelque chose. William a déjà donné sa recommandation. Est-ce que les autres intervenants ont envie d'avoir un petit mot de fin avant qu'on se quitte, parce que de toute façon, il est déjà 19h35 et on sait que ça ne sert à rien de trop faire durer les webinaires. C'est toujours un peu fatigant. Mais voilà, on voulait quand même vous donner l'opportunité d'avoir un petit mot de clôture, si vous avez envie. Laurie, je ne sais pas si tu veux participer ou si on t'entend mieux, éventuellement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je crois que c'est un non. Et si tu enlèves ta caméra? Là, oui. Et voilà. Ouais. C'est ce que je viens de faire. Là, vous m'entendez? Du coup, juste la petite recommandation que nous, on aimerait faire, c'est quelque chose que Marine a déjà évoqué, mais c'est vraiment le droit à l'erreur et qu'il faut du temps pour faire évoluer les choses et faire les choses. Que voilà, il n'y a pas que que c'est les jeunes et les structures qui vont faire une formule qu'on a peut-être que dans 5 ans elle ne conviendra pas et que voilà, si on se trompe, on peut toujours rebondir et faire rajouter quelque chose. Super, on t'a entendu par bribes, mais je pense qu'on a quand même gardé l'essentiel et je pense que la question du droit à l'erreur, elle a été quand même beaucoup évoquée.
elle est quand même assez intéressante, notamment, je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté, mais on a eu un webinaire il n'y a pas longtemps sur justement, on a été regarder comment la nouvelle loi confortant les principes républicains allait venir aussi impacter la question du droit associatif. Et je pense, William, tu me corrigeras si c'est pas vrai, mais que notamment pour les organisations de jeunes et de moins jeunes, la responsabilité légale va être renforcée, notamment pour les élus associatifs, et ce qui va aussi venir un petit peu contraindre les envies de s'engager sur ces postes-là. C'était quelqu'un de Coexister qui témoignait de ça, de cette peur des organisations de jeunes sur cet article-là particulier qui venait renforcer la responsabilité juridique des élus dans les associations. Du coup, à mon avis, c'est quand même assez à l'ordre du jour de pouvoir continuer de parler du droit à l'erreur pour les élus associatifs. Est-ce que oui, voilà. Oui, moi pour terminer un petit peu sur une note positive, je dirais que les participants du programme Travail chez le partenaire, d'après ce que je peux lire dans leur compte-rendu, qu'on leur demande à la fin de leur mission, sont assez satisfaits des tâches qui leur sont confiées, ont l'impression d'avoir acquis des compétences assez importantes et enfin, moi, au travers des lignes, je peux lire que j'ai l'impression qu'ils ont été entendus. Voilà ce que je voulais dire. Audrey, merci Noël. Je vois que Audrey lève la main aussi. C'était juste pour compléter ce que tu disais, Eva. En effet, je pense que malgré tout, il y a, dans tout ce qu'on s'est dit là, il y a un travail bien évidemment à faire à l'intérieur des associations. Et il y a aussi, et c'est la difficulté, c'est qu'on n'est pas forcément hyper aidé par les pouvoirs publics, toujours. Parfois oui, mais parfois non. Soit avec une complexité de choses aussi à rendre ou à fournir, qui parfois relèvent un peu des 12 travaux d'Astérix quand même. Et puis dernièrement, là en effet, avec cette défiance aussi à l'égard d'associations qui pourtant œuvrent au quotidien avec les jeunes, les moins jeunes, et en tous les cas sur des enjeux de citoyenneté. Et en tous les cas, on voit bien qu'il y a cette question-là. Donc c'est vrai que juste pour rebondir sur ce que disait Eva, soyons alertes aussi. C'est l'article 8 de ce projet de loi qui est en discussion et qui renforcerait la responsabilité des dirigeants associatifs en cas d'action de ces militants, et ce qui n'est pas possible aujourd'hui parce que c'est très difficile bien évidemment de porter responsabilité sur des responsables associatifs pour des actes d'un militant ou d'une militante ou d'une personne de son association. Or, ça deviendrait possible demain, ça pose beaucoup de questions, et au CNAGEP, on est vraiment un vent debout contre cet article qui nous semble être notamment pas du tout favorable à donner envie en fait à des jeunes et des moins jeunes, c'est pas qu'une question de jeunes, mais à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, si c'est en plus pour se retrouver bientôt en porte-à-faux, voilà, ça va devenir, voilà, donc c'est la prise de responsabilité pour tout le monde, et nous on le pose aussi comme ça. C'est vrai que c'est très questionné par cette loi, donc c'est aussi une vigilance de tous les jours à l'intérieur comme à l'extérieur des associations, quoi. Super. Je pense juste, je sors du rôle de modérateur, mais juste une conclusion aussi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup, et notamment quand on est jeune dans le monde associatif, c'est aussi cette question de manque de moyens. Dans le monde associatif, je pense qu'on perd énormément de talents et de jeunes qui, par résultat, qui ont des situations très précaires, qui changent énormément de postes. Il y a un roulement considérable. Et donc, je pense qu'aussi cette question juste tout simplement du salariat et de la précarité du monde associatif est aussi un vrai sujet qui est souvent un peu tabou et qui n'est pas forcément abordé, alors qu'il y a vraiment une problématique quand on voit les salaires dans le privé à côté. Et donc, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose une recommandation concrète à porter. Effectivement, merci Yanis. Je vais m'appuyer sur Yanis pour clôturer ce webinaire, mais pas vraiment. Ce qu'on voulait quand même vous dire, c'est qu'on sait que des fois, il y a des frustrations. Donc, on va laisser le Zoom ouvert. On a créé deux petites salles
que vous pouvez rejoindre si vous avez envie de poursuivre la discussion avec certains. Si vous avez envie d'aller manger et de faire autre chose, c'est complètement c'est facultatif et pas du tout obligatoire. En tout cas, voilà, il y a 2 salles. Se rencontrer avant le festival, si jamais il y a des jeunes qui sont là, qui feront partie des délégations pour le festival Provox qui aura lieu le 3 juillet, vous pouvez commencer à discuter. Et puis sinon, poursuivre la discussion autour de ce qui s'est échangé ici, c'est possible, sachant que de toute façon, la discussion sera poursuivie, puisque c'est quand même l'objet du dialogue structuré européen, c'est que c'est un objet sur le long terme et que ici c'est vraiment la première étape d'une réflexion qu'on est venu regarder avec différentes associations, avec l'étude du CNAGEP, qu'on aimerait bien potentiellement relancer aussi plutôt sous le regard jeunesse. Peut-être qu'on va essayer de construire quelque chose à ce sujet-là, notamment au Festival Provox, qui donc aura lieu le 3 juillet et qui sera la 2e étape de ce webinaire-là. Ici, on a plutôt témoigné des limites, des enjeux, de ce qui existait, de comment ça fonctionnait. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de donner l'opportunité aux jeunes qui seront là. Normalement, on devrait être entre 100 et 150 si le Covid nous le permet. Et on va essayer de construire des recommandations qu'on va porter à la fois au niveau européen, c'est ça, merci William, et mais aussi au niveau national. Voilà, donc tout ce qu'on s'est dit ici sera matière à réflexion pour la suite. Je voulais quand même remercier toute l'équipe derrière qui m'a aidé à organiser ce webinaire, donc Camille, Christophe et Yanis, et puis tous nos intervenants qui ont préparé avec nous avant et qui ont été là le jour J, et c'était quand même vraiment intéressant que vous puissiez être parmi nous, surtout de Düsseldorf. Merci encore aussi à Fanny, Noël, William, Laurie et Marine. Et voilà, si vous voulez rejoindre les salles, allez-y. Sinon, je vous dis à bientôt